Habib Bey, salam alaikum, nangadef. Magnifique. Alors vous êtes à Dakar dans le cadre d'une campagne pour la chaîne Canal dont vous êtes l'un des consultants qui prépare la CAN. La CAN, c'est le thème principal de notre entretien. On entre dans le vif du sujet. Quelles sont à vos yeux aujourd'hui les équipes favorites de cette Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 ? Vous venez de dire l'Égypte 2019, donc l'Égypte parce qu'ils organisent la compétition et qu'ils ont un joueur, Mohamed Salah, qui est un joueur extraordinaire. Je pense que le Maroc d'Hervé Renard a aussi énormément de qualité. On peut considérer que le Nigeria sera aussi une équipe à vraiment surveiller parce que je trouve que c'est une équipe qui dégage très souvent énormément de force. Le Ghana, parce que le Ghana est toujours invité dans le dernier carré en général. C'est une équipe qui montre également beaucoup de puissance et surtout l'institution au Ghana, on le sait, ils ont déjà remporté des titres. C'est une équipe qui ne déçoit jamais. Et puis pour finir, le Sénégal. Notre cher Sénégal qui, sur le papier, est pour moi l'une des meilleures équipes d'Afrique. Mais encore une fois, ça n'est que sur le papier. Et il faudra le prouver dans la compétition. D'autant plus que c'est pas la première fois qu'on présente le Sénégal comme favori et résultat des courses souvent, déception comme la dernière CAN d'ailleurs. Oui, déception parce que il manque parfois certaines choses à cette équipe. Si on revient sur la dernière CAN, la phase de poule a été aboutie, maîtrisée, et puis il y a ce quart de finale face au Cameroun, où on sent que l'équipe est un petit peu tendue, on sent que l'équipe n'arrive pas à trouver sa plénitude dans le jeu, et puis ça se joue au pénalty, et on sait que sur les pénaltys, parfois, c'est pas forcément la meilleure équipe qui gagne, mais ça reste important de gagner ces séances de pénalty. On avait senti mentalement qu'il y avait peut-être une crainte dans ce groupe-là, un groupe qui était, je trouve, jeune ensemble, parce que il faut aussi parler de l'expérience. L'expérience est importante à ce niveau-là. Peut-être que à ce moment-là, le Sénégal manquait d'expérience. Depuis, ils sont passés par une Coupe du Monde, même si ils ne sont pas qualifiés pour les huitièmes de finale, mais ça reste des échecs sur lesquels il faut construire. Cette CAN et cette Coupe du Monde l'année dernière, c'est quoi le problème du Sénégal ? Le groupe, le sélectionneur ? Non, je pense pas que le sélectionneur soit un problème. Lorsqu'on voit qu'il a marqué 16 points en qualification pour cette CAN, on peut considérer que le Sénégal travaille bien. Encore une fois, je vais me répéter, mais la frontière entre la victoire et la défaite est infime en football. Lorsqu'on regarde la Coupe du Monde, par exemple, ça démarre très très bien face à la Pologne, et puis ensuite il y a ce 2 buts partout face au Japon, et le Sénégal ne va pas en huitième de finale pour un carton jaune. Donc on peut se dire que le travail avait été fait, mais il leur a manqué quelque chose, et on peut pas trouver l'excuse du fair play. Ce qui est sûr, c'est que ils font du bon travail. Il n'y a pas eu de titre, c'est vrai. On peut considérer qu'il y a eu des échecs, parce que lorsqu'on est le Sénégal, on ambitionne de gagner la compétition. Maintenant, moi, je pense qu'il faut aussi apprendre de ces échecs et pas tout remettre en question. La continuité, c'est important. Lorsqu'on voit certaines nations qui ont su garder leurs sélectionneurs, même lorsque ça a été difficile, derrière ces sélectionneurs ont gagné. Et je crois que pour le Sénégal, l'ambition, bien sûr, sur cette CAN, c'est de gagner le trophée, mais de faire confiance à Aliou Cissé comme ils l'ont fait, en tout cas la fédération, montre aussi qu'il avait l'appui des joueurs, et ça, pour moi, c'est essentiel. Oui, le groupe du Sénégal, le groupe C pour cette CAN qui commence le 21 juin. Premier match du Sénégal le 23 contre la Tanzanie. Le groupe du Sénégal, Tanzanie, Kenya, Algérie qui revient encore. Jouable quand même. Non, jouable, très jouable. Mais on sait tous qu'une CAN, c'est très difficile. J'ai joué 4 CAN et ça n'a jamais été simple parce que vos adversaires ont énormément d'ambition. Une CAN dont celle organisée en 2006 en Égypte. Bon, elle avait été très courte pour moi puisque j'avais pris un carton rouge au deuxième match, mais ce qui est sûr, c'est que lorsque les Égyptiens organisent une CAN, en général, ils sont au rendez-vous. On sait que par le passé, ils ont eu aussi des éléments favorables d'arbitrage qui ont fait que ça a été en leur faveur. Là, on sait cette demi-finale Égypte-Sénégal, ce penalty sur Diamanti Camara pas sifflé. Oui, par exemple. Mais là, apparemment, il y a le VAR, donc on sera peut-être à l'abri de ce genre de choses. À moins qu'il ne bug à moins qu'il ne bug comme la Ligue des champions africaine, c'est ce que vous voulez dire. Non, mais le focus sur le groupe du Sénégal, alors. Non, ce qui est sûr, c'est que le groupe du Sénégal est un groupe homogène, relevé malgré tout parce qu'il y a la présence de l'Algérie, et ne pas minimiser l'apport du
que peut avoir le Kenya et la Tanzanie, parce que ce sont deux équipes, je ne suis plus sûr de quelle équipe, mais je crois que l'une des deux équipes, la Tanzanie ou le Kenya, a été la meilleure défense justement des éliminatoires pour cette CAN. Je crois que ça prouve qu'il y a de la qualité. Au Kenya, il y a Wanyama qui a été finaliste de la Ligue des Champions. En Tanzanie, ils ont Samata qui est l'attaquant qui jouait au TP Mazembe et qui est maintenant en Belgique. Donc ça veut dire qu'ils ont des joueurs de qualité. Et puis surtout, ne pas négliger la motivation de ces équipes-là. C'est-à-dire que se faire le scalp de l'Algérie ou du Sénégal, c'est toujours une ambition importante des championnats majeurs à travers aussi cette compétition. Et ne pas oublier qu'on est au mois de juin et que certains joueurs ont joué 50 matchs aujourd'hui. Et que le niveau physique de certains joueurs stars, entre guillemets, qui ont beaucoup joué avec leur club, peut aussi peser dans la balance de cette CAN, parce que c'est une CAN qui va être longue, où il va faire très très chaud. Donc c'est un contexte différent de lorsque c'était au mois de janvier. L'Algérie, le gros morceau du groupe, pour le Sénégal en tout cas. Et pour tout le monde peut-être. Oui, parce que l'Algérie en fait a toujours été vue comme une grande nation, et tout à fait logiquement d'ailleurs, une grande nation en Afrique. C'est un football très technique, on le sait, le football maghrébin, que ce soit les Tunisiens, l'Égypte, que ce soit l'Algérie, c'est un football qui mise sur cette qualité technique, à l'image d'un Riyad Mahrez. Il y a du monde dans l'effectif algérien. Oui, Riyad Mahrez, on a Brahimi, on a des joueurs de grande qualité. Mais si vous êtes le Sénégal, est-ce que vous avez peur de l'Algérie ? Il ne faut pas avoir peur de l'Algérie. Il faut considérer, il faut respecter cette équipe. Mais lorsque vous êtes le Sénégal et que vous avez cette qualité-là à l'intérieur de votre effectif, vous ne pouvez pas avoir peur de l'Algérie. Et puis en plus, on est quand même sur une configuration, et je pense que ça est intégré par le staff, et la fédération et les joueurs, que vous avez 2 qualifiés et les 4 meilleurs troisièmes. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait un cataclysme, une catastrophe pour que le Sénégal ne sorte pas des poules. Le Sénégal, la superstar, elle s'appelle Sadio Mané. Tout doit reposer sur lui. Davantage de prise de responsabilité de sa part. En tout cas, c'est ce qu'on entend des supporters des Lions. Sadio Mané, hyper attendu. Est-ce qu'on doit compter que sur lui ? Non, je pense pas. Qu'il prenne ses responsabilités, oui. Il les a prises en club et je suis sûr qu'en sélection, il les prendra. Mais mettre toute la pression, c'est pas que l'Argentine aujourd'hui, en mettant toute la responsabilité sur Lionel Messi, a gagné. Donc à partir de là, le Portugal peut dégager un collectif et que ce collectif va magnifier la star. C'est tout à fait logique. Que Sadio Mané soit la star du Sénégal, on n'a plus aucun doute là-dessus. C'est un joueur qui marque énormément de buts avec Liverpool, qui est performant, qui aujourd'hui a gagné la Ligue des Champions, la plus grosse compétition européenne en club. Mais on doit comprendre que Sadio doit prendre ses responsabilités. Je pense qu'il les prend, il assume son statut de leader, mais ne pas attendre de Sadio qu'il devienne l'aboyeur de cette sélection. C'est pas dans son tempérament. Il est un leader technique. Et d'autres joueurs doivent prendre le relais justement pour permettre à Sadio Mané d'être le plus épanoui possible. Mais c'est un travail collectif et je crois que il faut qu'on prenne conscience qu'au sein de cette équipe nationale, on doit dégager des caractères, du leadership, et ça, on a plein de joueurs pour ça. Ouais, on va regarder toutes les lignes de cette équipe-là. Le poste de gardien de but, peut-être à moins de grosses surprises, Edouard Mendy, qui a fait un championnat exceptionnel avec Reims, qui pour moi a été en constante progression. C'est un gardien qui a un parcours un petit peu atypique puisqu'il s'est retrouvé au chômage, qui est revenu par, on va dire, le football d'en bas petit à petit et qui progresse. Et si Reims a fait un si beau championnat, c'est aussi grâce à Edouard. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est un garçon très équilibré qui sait où il veut aller. Maintenant, il est conscient que la pression sur le continent, la pression au Sénégal est importante. Qu'il va être regardé, qu'il va être attendu, et ça c'est un statut peut-être différent pour lui, mais je suis persuadé que à l'image de tous les gardiens qu'on a pu avoir au Sénégal, c'est un gardien qui a énormément de qualité et qui est capable d'amener le Sénégal très très loin. En défense, on devrait avoir Koulibaly la même composition que lors du mondial, Wagué, Koulibaly, Salif Sané, Sabali, un droitier à gauche. Ouais. Un droitier à gauche parce que pour l'instant on n'a pas un gaucher qui se dégage à ce poste-là. Même si Aliou il a appelé Salou 6. Ouais, Salou 6 aussi qui était là, oui, mais Sabali a été performant, je trouve, dans ce poste-là, même s'il n'est pas gaucher. On a réussi à trouver un équilibre aussi avec Salif Sané et Koulibaly en l'absence de Karambodj. Il faut à un moment donné trouver un équilibre. Est-ce que l'équilibre dans les choix d'Aliou sont les bons ? Moi, je n'ai pas à remettre en question ça, parce que lui, il voit l'évolution de ses joueurs. Il voit aussi ce qui se passe dans les stages de préparation.
Moi, j'estime que lorsque vous avez Koulibaly qui est considéré comme le meilleur défenseur en Serie A, c'est déjà une très bonne chose. On a un Salif Sané qui joue dans son club, et moi je pense qu'il est important d'avoir des joueurs qui sont titulaires. Sabaly aussi joue dans son club. Pour Moussa Wagué, c'est différent puisqu'il est avec le Barça, mais Barça B, mais on l'a vu monter parfois avec l'équipe A. Qui va intégrer. Exactement, donc ça prouve qu'il y a une progression aussi également chez ce joueur. On parlait de Kara Mbodj et des choix d'Aliou Cissé qui regarde les performances de joueurs. Sur la deuxième partie de saison, Kara Mbodj qui quitte le FC Nantes où il était en prêt pour retourner à Anderlecht. Il fait une bonne deuxième partie de saison. Il n'est pas appelé par Aliou Cissé. Qu'en pensez-vous? C'est des choix d'Aliou. Après, il faut se rappeler aussi que Kara a eu des problèmes de genoux importants, qu'il a eu du mal à soigner. C'est vrai qu'il a été à Nantes, ça a été compliqué, et puis il a décidé de repartir. Je me rappelle de la cote qu'avait Kara il y a maintenant un petit peu plus d'un an et demi, où beaucoup d'équipes, en tout cas en Europe, parlaient de lui parce qu'il était très performant du côté d'Anderlecht, et puis il y a eu cette blessure qui l'a un petit peu stoppé dans sa progression, et peut-être que Aliou n'a pas voulu prendre le risque de prendre Kara, ou éventuellement de mettre en concurrence par rapport à un équilibre. Il faut aussi se rappeler que vous ne faites pas une sélection avec les 23 meilleurs talents de votre pays. Il faut qu'il y ait un équilibre d'équipe, et que peut-être dans l'équilibre d'équipe, Aliou a eu cette réflexion de penser qu'il devait, par rapport à l'équilibre du groupe, par rapport à l'équilibre d'équipe, et on a pu le voir même avec Didier Deschamps, où il y a eu parfois des joueurs qui ont été mis de côté parce qu'ils favorisaient l'équilibre de groupe. C'est aussi comme ça qu'on gagne une compétition. Dire si Kara devait être là, en tout cas il en a les qualités. Il l'a démontré par le passé. Aujourd'hui, il y a eu d'autres choix de fait. Au milieu de terrain, le poste le plus sûr s'appelle Idrissa Gana Gueye, forcément. Maintenant, il faut ajouter qui Cheikhou Kouyaté, c'est le premier capitaine, le capitaine numéro 1 de cette équipe du Sénégal, mais souvent pas aligné dans les 11 de départ d'Aliou Cissé. Logique pour vous parce que c'est très performant chez les autres aussi, non? Non, mais c'est pas s'il y a une logique. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut définir des profils en fonction de votre projet de jeu. Où vous voulez aller, comment vous voulez jouer, quel profil de joueur vous voulez dans l'entrejeu. J'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez mettre beaucoup d'impact, vous savez qu'Idrissa Gueye va vous récupérer énormément de ballons, vous savez que c'est un gratteur de ballons qui arrive justement tactiquement à très très bien se placer. Cheikhou Kouyaté lui amène du volume de jeu, il est très bon dans le domaine aérien, on l'avait même vu jouer parfois défenseur pour dépanner. Après on a vu Alfred Ndiaye également en Coupe du Monde qui a cet impact physique. Est-ce qu'on n'est pas ensuite en déficit sur la première relance, c'est-à-dire sur cette transition, ce qui permet justement de mettre en perspective tous les joueurs, mais qui sont capables également de produire du jeu. Ça a été un problème dans le jeu du Sénégal. Qu'on a rappelé CV. Ouais, ça a été un problème dans le jeu du Sénégal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas forcément les individualités que vous allez choisir, c'est surtout trouver des profils qui se correspondent. Des créateurs. Des créateurs, c'est-à-dire que c'est essentiel au milieu de terrain. Aujourd'hui, avoir 3 joueurs, 3 récupérateurs de ballon, mais qui sont pas capables de créer, ça devient difficile. Ça veut dire que vous vous reposez soit sur vos 2 latéraux, soit sur vos trios offensifs pour en quelque sorte faire la différence. Lorsque vous regardez une équipe comme Liverpool par exemple, vous avez Henderson qui est un joueur qui met beaucoup d'impact, mais parfois vous pouvez avoir le petit Naby Keita qui vient amener un petit peu de création. Vous avez également Wijnaldum qui est un créateur. C'est une question de profil. C'est ce que doit faire justement Aliou dans sa recherche, dans ce qu'il attend de son équipe et dans la définition des profils qu'il a à sa disposition. En attaque, a priori, sur les côtés, Sadio Mané, Ismaïla Sarr. Comme numéro 9, pour vous, Mbaye Diagne ou Mbaye Niang? Mbaye Diagne marque beaucoup, il a marqué beaucoup avec en Turquie. 30 buts. Il a marqué beaucoup en Turquie, dans 2 clubs différents en plus. Encore une fois, est-ce que vous avez besoin d'un point de fixation qu'il peut être, où on voit qu'il pèse énormément, on sent que c'est un joueur qui recherche le but, ou est-ce que vous voulez également un joueur capable de décrocher, participer au jeu comme le fait Mbaye Niang? C'est une question de profil. Si vous voulez ma préférence, mais ça serait pas sympa pour celui que je vais pas choisir. Donc j'ai dans ma sensibilité de footballeur l'idée que Sadio soit meilleur avec un joueur qui justement décroche et vient participer au jeu, pour le décharger lui de cet aspect de création. Un 2009, comme on dit. Non, mais c'est-à-dire que Mbaye Niang a cette capacité à décrocher,
à participer au jeu, à être trouvé, à pouvoir se retourner. Et en quelque sorte, je trouve que ça épargne Sadio le fait de vouloir venir justement jouer ce rôle de créateur comme une forme de faux numéro 10. Et ce qui l'empêche ensuite d'être décisif comme on peut le voir à Liverpool. Si on voit aujourd'hui Sadio à Liverpool, c'est un joueur qui défend beaucoup, mais qui n'est pas à la création de son équipe. Est-ce que Aliou Cissé doit aligner Sadio Mané comme le fait Jürgen Klopp avec Liverpool? La même utilisation du joueur. A-t-il les mêmes joueurs autour de lui? C'est ça la question. La question, c'est pas de dire est-ce que Sadio doit jouer là, là ou là. Sadio, vous le mettez à droite, il sera performant. Vous le mettez dans l'axe, il va être performant. Vous le mettez à gauche, il sera performant. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que votre projet de jeu tourne autour de Sadio Mané? Et alors, à ce moment-là, il faut construire votre équipe autour de ce joueur-là? Ou est-ce que, comme à Liverpool, il est un élément important de cette équipe, mais le jeu de Liverpool n'est pas dépositaire de Sadio? À partir de là, vous créez une organisation qui puisse mettre justement en valeur vos joueurs offensifs. Klopp a réussi à le faire à Liverpool. Et concernant Sadio Mané, mais concernant Ismaïla Sarr, concernant Mbaye Niang, il faut que justement cette animation défensive, parce qu'on part de là. Si vous voulez voir vos joueurs offensifs, il faut récupérer le ballon. Donc on part de là. Est-ce que vous trouvez cette situation de les trouver très très haut? Est-ce que ce sont des joueurs qui défendent et qui partent d'un petit peu plus bas? Ça, c'est dans le projet de jeu d'Aliou. Et ce sera à lui de trouver la clé pour justement trouver la plénitude de ces joueurs offensifs, parce qu'on a des joueurs offensifs de grands talents. Qui aujourd'hui peut se vanter d'avoir Ismaïla Sarr, Sadio Mané et Mbaye Niang? Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes en Afrique qui aient cette qualité offensive. Sadio Mané, on parle beaucoup de lui, grosse saison ponctuée par cette victoire en Ligue des Champions avec Liverpool face à Tottenham. Il n'a pas marqué, mais il est co-meilleur buteur de la Première Ligue. Il est 11 d'or. Vous le voyez sur le podium au moins, Sadio Mané, pour le Ballon d'Or? Bah écoutez, déjà l'année dernière, j'ai pas trop compris qu'il soit 23e. Au vu de sa saison, parce qu'il avait quand même été en finale de Ligue des Champions, buteur en finale, 4e avec Liverpool, mais avec une très très belle saison. J'avais pas compris qu'il soit derrière Agüero, Harry Kane ou De Bruyne ou ce type de joueur-là, au vu de sa saison. Cette année, si on doit arrêter le Ballon d'Or aujourd'hui, je le vois dans les 5 premiers. Est-ce qu'il est premier en Ligue avec Aubameyang et Salah? Il est champion d'Europe avec Liverpool. Bon, il reste 6 mois. 6 mois de compétition, ça va compter. Cette CAN dans son duel avec Salah, elle va forcément compter. Cristiano Ronaldo vient de remporter la Ligue des Nations, il a remporté la Serie A, mais il a été éliminé en Ligue des Champions. Lionel Messi a remporté la Liga. Grosse saison de Messi. Oui, mais rien d'autre. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il fait une grosse saison en termes de stats, mais il a été éliminé avec un crash incroyable face à Liverpool. Donc forcément, les gens vont se poser la question. Donc non, en aucun cas je mets Sadio Mané vainqueur aujourd'hui. Mais si on me dit que Sadio Mané n'est pas dans les 5, je me pose une énorme question. Habib Beye, merci. Le temps est fini. Dommage, on aurait voulu aborder d'autres sujets. On se retrouvera peut-être pendant la CAN. Merci d'être passé sur RFM, 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 sur